Madame, monsieur, bonjour. Nous avons aujourd'hui sur notre plateau pour notre émission Voix de fait Monsieur David Weissman. Monsieur David Weissman, bienvenue sur le plateau de l'émission de la chronique politique Al-Mouatine. Bonjour, merci beaucoup pour cette invitation. Monsieur Weissman, donc nous allons commencer par élaborer ou parler en tout cas de vos mandats. Donc vous êtes président du foyer Lac-Noix, chef adjoint du cabinet du ministre de la Mobilité, conseiller communal à la ville de Bruxelles, bien sûr conseiller maire, conseiller de police à la zone de Bruxelles XL, et vous avez aussi plusieurs mandats dans diverses associations ici en Belgique. Nous allons commencer par une première question. En tant que conseiller communal dans la majorité, d'abord, qu'est-ce qu'un conseiller communal dans une majorité ? Alors, je vais juste peut-être dire que mon travail au quotidien, c'est effectivement, vous l'avez dit, c'est de travailler pour le gouvernement fédéral. Oui. Et puis, j'ai eu la chance en 2012 d'avoir été élu conseiller communal à la ville de Bruxelles. De ce conseiller communal à la ville de Bruxelles, on a également une zone de police, Bruxelles Capitale XL. Oui. Et puis alors, effectivement, de ça découle, lorsqu'on fait partie de la majorité, parfois la gestion de toute une série d'ASBL qui sont dans différents secteurs et qui sont liés, évidemment, à la politique que le collège de la ville de Bruxelles souhaite mener. Alors le quotidien d'un conseiller communal à la ville de Bruxelles ou dans n'importe quelle commune, c'est finalement le quotidien d'un petit député, puisque finalement tout le système belge fait qu'il y a des collèges, il y a des gouvernements, et puis il y a des conseils communaux, il y a des parlements, et donc au quotidien, pas vraiment au quotidien, c'est-à-dire toutes les 2 semaines, on se réunit. C'est d'ailleurs les 2 semaines, c'est toujours le lundi entre 16 et 17 heures, jusque parfois très tard le soir. Et qu'est-ce qu'on fait ? On prend acte des propositions du collège, donc du gouvernement local, on contrôle ce collège, on pose des questions, on vote. Parfois, on peut interpeller la majorité sur un sujet d'actualité qui peut toucher les quartiers où on habite, qui peut toucher des thématiques sportives, économiques. Il y a plein de thèmes, évidemment, qui touchent la vie locale. Et puis, on peut également faire des propositions, des propositions de nouvelles politiques à mettre en œuvre. C'est ce que fait un conseiller communal dans l'opposition, où il va probablement, évidemment, plus axer sa réflexion sur le contrôle. Et c'est ce que peut faire également un conseiller communal actif dans la majorité. Et alors, comment ça se passe avec le PS et avec Yvan Mayer ? Écoutez, ça se passe assez bien. Les relations interpersonnelles sont bonnes. On n'a pas des amis, nous sommes des collègues. Nous avons décidé de travailler ensemble. Le MR a été longtemps dans l'opposition. Le MR a eu un très bon résultat en 2012. Et donc, on a négocié un accord de majorité ensemble. On est en train de mettre toute une série de mesures et de projets à développer effectivement ensemble. On est dans une période un peu transitoire de tous ces grands projets pour lesquels, je ne sais pas, peut-être qu'on aura l'occasion d'y revenir. Évidemment, moi je souhaite toujours que la prochaine fois, on soit seul dans cette majorité, que le MR ait plus de 50% des voix et que notre prochain bourgmestre soit Alain Courtois. Mais notre système belge fait qu'on est obligé, souvent en tout cas quand on n'a pas une majorité absolue, de faire des coalitions. On a décidé de faire une coalition ensemble avec le Parti Socialiste. Le bourgmestre est Yvan Mayer. On doit lui reconnaître beaucoup de qualités, notamment celui de mener de grands projets, qui parfois avaient été, il faut bien le reconnaître, oubliés ou perdus pendant des années dans les majorités précédentes. Ces grands projets, évidemment, se font parfois en bataillant au niveau des idées en interne, mais aussi en bataillant pour l'expliquer à l'opposition et puis aussi essayer de le partager avec la population. C'est pas toujours facile parce que c'est des grands projets qui ont pour but de changer un peu l'image et parfois même le caractère. Et quand je dis le caractère, c'est physique, les rues, les immeubles de la ville de Bruxelles. Ça entraîne évidemment parfois des difficultés, mais c'est une période transitoire et qui, je pense, est assez motivante. En tout cas, moi, je suis fier de faire partie d'une majorité qui bouge et qui s'engage, qui se mouille, comme on dit, qui se mouille son maillot derrière une équipe PS-MR, MR-PS, qui me semble assez soudée, en tout cas, pour travailler ensemble pour le moment. Alors, votre position par rapport aux piétonniers de Bruxelles ?
ma position par rapport aux piétonniers de Bruxelles. J'ai évoqué tout à l'heure beaucoup de projets. Nous, on avait fait campagne sur on va vous changer la ville. Donc, on est en train petit à petit de changer de la ville. Alors, je veux pas mentir. Le piétonnier de Bruxelles, je trouve que c'est un magnifique projet. C'est un projet qui est intéressant. C'est un projet d'ailleurs qui a été voté à l'unanimité. C'est quand même rare. Tous les partis politiques, le PS, le MR ont voté, mais le CDH a voté, Défi a voté, les écolos ont voté et leur pendant néerlandophone également. Enfin, Défi n'en a pas, mais pour le CDH et pour les écolos. Et donc c'est un projet qui est un beau projet, c'est un projet qui est dans une phase transitoire sur lequel, c'est important de le dire, on a peut-être commis des erreurs de communication. Enfin, quand je me dis nous, c'est nous dans cette majorité, sur lequel il y a des difficultés peut-être dans le phasage, les phasages des travaux, mais sur lequel on doit aller de l'avant. C'est un projet qui est magnifique. C'est un projet qui doit non seulement évidemment concrétiser un piétonnier sur une partie, mais c'est pas que ça fondamentalement. C'est également d'avoir une nouvelle politique commerciale sur l'axe de Broekère-Bourse, et puis également au-delà vers, je l'espère, dans les prochaines années, peut-être vers la gare de Midi. C'est une nouvelle réflexion sur les façades avec des moyens qui vont être injectés. C'est une nouvelle réflexion sur la mobilité. Et évidemment, la mobilité, ça a posé des questions, ça a posé des problèmes, parce que quand on est toujours dans des politiques comme ça, où on doit amener les personnes à avoir différents comportements, c'est pas toujours évident. Et je le comprends, hein, d'abord, je m'en excuse parfois, parce que ça a été décidé à l'unanimité. On a toujours dit qu'on était dans des phases qui étaient transitoires, qui parfois étaient un peu longues. On a également dit que les experts qui nous avaient conseillé sur la mobilité, on allait pouvoir analyser cette expertise-là, ce premier plan de mobilité, en fonction de l'expérience de chaque citoyen. Les citoyens nous font un retour d'expérience et on a vraiment au quotidien, le collège a modifié toute une série de difficultés pour avoir un plan finalement qui a pour but de faire en sorte d'attirer plus de personnes vers le centre-ville et d'éviter tout ce qu'on appelle le trafic de transit. La réflexion, c'était de dire il faut qu'il y ait plus de Bruxellois, plus de touristes qui aillent vers le centre-ville. Quand j'entends parfois certaines critiques qui sont dans une certaine mesure justifiées, ça je veux pouvoir le dire, je comprends, on doit pouvoir y répondre, on doit pouvoir mieux y répondre. Mais quand j'entends certaines critiques de personnes qui n'allaient plus dans le centre-ville depuis des années parce qu'ils disaient que les infrastructures étaient laides et dégoûtantes, là on travaille justement ces nouvelles infrastructures. On a pour but que toutes ces personnes, tous ces touristes, tous ces Bruxellois, quel que soit qu'ils habitent le sud ou le nord de Bruxelles, reviennent vers le centre-ville, reviennent vers des commerces, et des commerces que nous voulons à certains endroits plus qualitatifs. Voilà, c'est un projet qui est global, qui est multifacette, qui doit être bien expliqué au cas par cas. Et moi, j'invite d'ailleurs toutes les auditrices et les auditeurs à peut-être nous poser plus des questions encore après, où je suis toujours à la disposition pour expliquer ce projet sans langue de bois, en disant que oui, il y a des difficultés qui sont imputables peut-être à notre communication, et il y a des difficultés qui sont imputables à tous les grands projets qui sont de cette nature, avec un tel impact sur le quotidien des habitants. Ok, Monsieur Weissman, nous allons passer à une autre question très intéressante aussi. Quel est votre point de vue concernant le conflit entre la ville de Bruxelles et la région bruxelloise, notamment sur les points suivants, le rond-point Schuman? J'ai eu certaines des difficultés qui sont inhérentes, je vais vous répondre évidemment sur le rond-point Schuman, mais certaines des difficultés qui sont inhérentes, notamment en piétonnier, sont aussi dues par le laxisme de la région bruxelloise à mettre en place des infrastructures qui répondent également à des décisions qui ont été prises par la ville de Bruxelles. Je m'explique, s'il y a des difficultés, et aujourd'hui il y en a, il ne faut pas se mentir, pour accéder vers le centre-ville, alors même que l'ambition du collège était de faciliter cet accès, c'est aussi parce que la petite ceinture et les travaux d'infrastructure qui normalement devaient être faits ne se font pas pour le moment. Et donc, je ne sais pas s'il y a des conflits entre la ville et la région. Je pense que les politiques, on doit surtout essayer de montrer l'exemple et pas évoquer ce type de conflit, mais il y a des différences d'opinion. La réforme, les institutions entre les communes et la région, pour moi, ne fonctionnent pas bien. Et donc, il y a régulièrement des achoppements entre la ville de Bruxelles et la région, mais entre d'autres communes et la région également, et peut-être entre la région et les communes, quand cette région veut prendre des dispositions qui ne sont pas acceptées par les communes. Ça, ce n'est pas normal. On doit tendre vers, en tout cas, soit une harmonie, une paix des braves entre les partis politiques au niveau régional, soit une réforme institutionnelle entre les communes et la région. En tout cas, ça, clairement, c'est mon avis. Je pense qu'on ne peut pas continuer comme ça. Pour le rond-point Schuman, écoutez, c'est un bel exemple. La région a décidé de mettre en piétonnier une partie du rond-point Schuman. Nous savons aujourd'hui qu'il va y avoir un report de trafic sur différents quartiers, notamment une partie du quartier européen. Et
rien n'est mis en œuvre pour éviter ce report de trafic et rien n'est mis en œuvre pour adapter les infrastructures. Pour moi, c'est un exemple de difficulté de communication entre deux institutions locales, la ville de Bruxelles et la région bruxelloise. Justement, il y a aussi l'avenue Franklin Roosevelt, il y a la gestion calamiteuse aussi des tunnels d'une manière ou d'une autre. Mais écoutez, donc, il y a pas mal de points. À un moment donné, oui, clairement, parce qu'on a foutu tout sur le piétonnier. Moi, je dis d'emblée, je fais mea culpa s'il y a eu des difficultés de communication, et il y en a probablement eu. Mais en même temps, excusez-moi, mais c'est pas le piétonnier qui a bloqué à ce point-là les axes vers le centre-ville. Les difficultés qu'on a eues et qui étaient catastrophiques vis-à-vis en lien évidemment avec les attentats, ont eu des impacts sur le commerce du centre-ville, comme il y a eu des impacts à Bruges ou à Anvers. Pourtant, les attentats n'étaient pas directement dans ces villes-là. La fermeture des tunnels a été catastrophique pour le centre-ville. Et je pense à une échevine, Marion Le Maire, qui au quotidien, qui est l'échevine du commerce, de l'économie et de l'emploi, qui au quotidien doit discuter avec les commerçants et qui fait face parfois à beaucoup de difficultés et parfois beaucoup de détresse humaine, il faut bien le dire également, parce que ces commerçants parfois éprouvent des difficultés et ces commerçants ne sont pas entendus par la région bruxelloise, notamment dans des difficultés dans les gestions telles que les tunnels. Pourquoi avoir sous-investi pendant des années? À la limite, moi je ne suis pas au Parlement bruxellois, c'est à eux à y répondre. Et pourquoi avoir géré avec autant d'opacité la gestion et la rénovation des tunnels? Pourquoi l'avoir fermé aussi longtemps? Pourquoi l'avoir fait sans communication parfois avec la ville de Bruxelles, avec le conseil communal ou avec les premiers impactés, les habitants du centre-ville et les commerçants? Donc c'est encore un bel exemple de difficulté. Bon, j'aime pas illustrer les difficultés, je voudrais qu'on puisse illustrer des choses qui fonctionnent, mais ça marche pas bien en tout cas, ces niveaux de relations entre parfois les communes et les régions. Ok. Votre activité en tant que conseiller de police, qu'est-ce qu'une zone de police exactement? Bah écoutez, la région bruxelloise est composée de 19 communes, comme tout le monde le sait, et elle est composée de 10 zones de police. Les zones de police, en résumé, ont pour but de gérer le budget et les grandes orientations politiques liées à la gestion de la police sur cette zone. La zone qui m'occupe est la zone Bruxelles, dite capitale XL. Donc c'est XL avec la ville de Bruxelles ensemble qui constitue une zone de police. La loi prévoit que le bourgmestre, enfin un des deux bourgmestres, mais ici dans ce cas-ci, comme la ville de Bruxelles est nettement plus majoritaire qu'XL, le bourgmestre de la ville de Bruxelles, Yvan Mayer, est également le président de la zone de police. Et au quotidien, c'est-à-dire une fois tous les, entre 1 mois et 2 mois, donc toutes les 7 ou 8 semaines, nous avons une réunion au niveau de la zone de police dans laquelle, évidemment, on fait passer tous les marchés publics qui sont liés aux différents achats classiques qu'une zone de police peut avoir, mais également où on peut poser des questions. Nous avons sur la zone de Bruxelles, capitale XL, un grand projet de réforme. On a parlé tout à l'heure de projets de réforme qui sont probablement plus liés à l'infrastructure, mais ici on a un projet de revoir assez fondamentalement la réforme de la police au niveau territorial pour faire en sorte d'avoir des policiers qui soient plus des policiers de proximité, alors que parfois il y a des difficultés d'investissement, de soutien et de financement de cette police. Avoir également, comme on s'y était d'ailleurs nous-mêmes, le MR s'y était engagé pendant la campagne électorale, certains commissariats ouverts 24 heures sur 24, mais d'avoir plus de patrouilles, avec, qui tournent également dans les quartiers et dans tous les quartiers de la ville de Bruxelles. Vous connaissez peut-être la géographie particulière de la ville de Bruxelles qui s'étend de Neder-Overenbeek à Aron jusqu'au fin fond de l'avenue Franklin Roosevelt. Donc il faut qu'il y ait de façon équivalente, égalitaire, des policiers qui soient en lien avec l'habitation, tant à Aron 24 heures sur 24 qu'au bout de l'avenue Franklin Roosevelt en passant par le centre-ville que tout le monde connaît bien, également avec la même qualité de service. Oui. À part cette réforme territoriale de la zone de police, y a-t-il d'autres dossiers qui vous préoccupent? Écoutez, moi je suis intervenu à plusieurs reprises sur la problématique du plan caméra. La problématique, je devrais dire le dossier. Il y a eu un plan caméra qui a été mis en place par la ville de Bruxelles, de mémoire plus de 250 caméras qui ont été installées. Certainement, moi comme libéral, je ne suis pas au tout aux caméras, mais je pense que des caméras bien placées dans des endroits où on sait qu'il y a parfois de l'insécurité, mais beaucoup de différentes formes d'incivilité, c'est très utile pour pouvoir combattre ces différentes formes d'incivilité. Je pense aux dépôts clandestins qui polluent, c'est le cas de le dire, une partie du territoire de la ville de Bruxelles. Je pense à certains coins qui malheureusement ne sont peut-être pas bien illuminés, où l'architecture, qui parfois est un héritage des années 60-70, n'est pas optimale, dans lequel on sait qu'il y a des phénomènes de
de drogue ou d'agressions plus quotidiennes. Là aussi, il faut y avoir différents types de caméras, des caméras parfois qui sont mobiles, des caméras intelligentes. Enfin, il y a toutes sortes de caméras. C'est un plan qui, d'ailleurs, est à l'étude pour avoir un nouveau plan caméra en 2017. Fondamentalement, la zone de police, ça touche comme le niveau communal, ça touche le quotidien, ça touche les citoyens dans leur quotidien, puisque tout ce qui est en lien évidemment avec les matières de sécurité sont directement traités à la zone de police. Tout à fait. Alors vos activités ou votre activité comme président du foyer Lacquenois, qu'est-ce qu'une société de logements sociaux? Alors, en région bruxelloise, on avait cette particularité institutionnelle de nouveau, et je ne suis pas du tout, moi, je suis ingénieur commercial de formation, j'ai fait une spécialité en droit européen, donc je ne suis pas du tout un fan de l'institution pour l'institutionnel, mais on avait cette particularité d'avoir 33 sociétés de logements sociaux sur finalement une petite ville-région. Quand je parle de la ville-région, je parle de la région de Bruxelles-Capitale, qui n'a que 1 million, qui tend vers 1 200 000 habitants, et donc 33 sociétés de logements. Le gouvernement fédéral, lors de la 6e réforme de l'État, a estimé que c'était trop, a demandé de fusionner, de rapprocher ces sociétés. Le gouvernement régional a mis en œuvre ce rapprochement, et donc nous sommes passés de 33 sociétés à 16 sociétés de logement sur la région de Bruxelles-Capitale, ce qui fait d'ailleurs qu'au niveau de la ville de Bruxelles, nous n'avons plus que, entre guillemets, 2 grandes sociétés, le foyer bruxellois, le logement bruxellois, excusez-moi, et le foyer Lacquenois dont je suis le président. Qu'est-ce que c'est au quotidien? C'est répondre aux demandes des Bruxelloises et des Bruxellois. On sait aujourd'hui qu'on a une liste de 42 000 personnes qui sont en demande de logement. 42 000 personnes, c'est quand même énorme. Absolument énorme. Je ne sais pas si toutes ces personnes habitent en région bruxelloise, mais bref, toutes ces personnes demandent un logement sur la région de Bruxelles-Capitale. Nous avons un parc de 40 000 logements. Pour la société qui m'occupe comme président, nous avons un parc de 350 000 logements. Et bien, tout simplement, nous essayons de répondre à cette demande en mettant des logements à disposition des locataires, en mettant des logements qui sont conformes évidemment au code du logement, qui sont propres, avec un encadrement, une aide, un soutien. Et nous essayons de donner aux personnes qui sont parfois dans la société les plus précarisées, nous essayons de leur donner une capacité de tremplin pour rebondir, et on espère parfois avoir trouvé un travail à côté du logement et sortir du logement social, ou pour certains qui nous accompagnent pendant plusieurs années, essayer de fonder peut-être une famille dans le logement. Et donc finalement, on est un bailleur comme n'importe quel bailleur privé, la seule différence même qu'on est un bailleur public qui a une vocation sociale et donc qui offre un logement correct à un prix nettement moindre, parfois 2 à 3 fois en dessous du marché. Une question un peu spéciale, concernant les logements sociaux toujours, dont vous êtes le président, comment se fait-il que l'attitude des assistances sociales de la société de logement vis-à-vis du public parfois, nouveaux demandeurs qui demandent une nouvelle inscription pour l'acquisition d'un logement, etc., et des locataires soient parfois odieux? Êtes-vous au courant de ce genre de comportement irrespectueux? Non, absolument pas. On a parfois, d'ailleurs, j'ai eu tout à l'heure un appel téléphonique à midi entre un assistant social qui m'a expliqué une relation qui s'est mal passée. Mais nous, pour notre part, je vais parler de ce que je connais du foyer Lacquenois. J'ai été président de Lorébru pendant quelques années, mais Lorébru a fusionné, et donc on n'a plus, comme je l'ai dit, que 2 sociétés. Pour ce que je connais au foyer Lacquenois, les rapports avec tant que ce soit les nouveaux candidats ou les locataires, sincèrement, se passent assez bien. Et c'est évidemment, les auditeurs vont peut-être rire quand je le dis, ils auront raison de rire, je vais essayer d'objectiver ça. Nous venons justement au dernier conseil d'administration, aujourd'hui même à midi, nous venons d'avoir les résultats d'une enquête sociale qui montrait que plus ou moins 70%, à peu près 70 à 75% des candidats ou des locataires sont satisfaits de leur relation avec la société. Alors je ne dis pas qu'au niveau individuel, parfois c'est difficile. Vous savez, moi également, comme président de cette société, je reçois un samedi sur 2, le samedi matin, je reçois différents candidats, candidats pour un logement, différents candidats pour des mutations ou pour toute une série de problèmes. Parfois, ces gens sont vraiment dans une détresse incroyable. Et parfois, je suis obligé de leur répondre, non, malheureusement, je ne peux pas parce que soit la gestion ne le permet pas aujourd'hui, c'est pas raisonnable votre demande, ou je ne le permets pas parce que la loi, tout simplement, ne me le permet pas. Il y a des gens à qui je dois dire aujourd'hui, vous êtes dans une situation de détresse, vous avez fait une demande dans
il y a 6 mois, vous avez 2 enfants, vous avez donc droit à un 2 ou un 3 chambres, vous allez devoir attendre entre 5 à 10 ans. Je dois dire ça aux gens. Entre 5 à 10 ans, vous imaginez que la personne en face de moi, elle a juste envie d'une chose, c'est de me casser la figure. Et je peux le comprendre dans une certaine mesure. Mais on est face à cette situation-là. Oui. Le gouvernement régional a sous-investi pendant des années dans la construction de certains logements, que ce soit des logements sociaux ou des logements moyens. On est face à une pénurie que je trouve parfois qui est un petit peu organisée. Oui. Et nous sommes, nous, gestionnaires de ces logements, de ce patrimoine, obligés de devoir dire non à toute une série de personnes. Oui. Nous sommes obligés également de respecter une liste d'attente qui certes est intéressante, cette liste d'attente, parce qu'elle permet de dépolitiser une partie des demandes, hein, parce qu'on savait qu'il y a quelques années et quelques décennies, parfois certains politiques donnaient aux amis. Aujourd'hui, c'est absolument plus possible, mais en contrepartie, parfois il y a des demandes qui sont dans des situations d'extrême urgence. Bon, il y a des systèmes de dérogation qui sont objectivés pour vraiment des extrêmes urgences, mais parfois il y a des gens qui pensent qu'ils sont dans une extrême urgence. Et je dois leur dire, et tous les samedis matins, je leur dis, madame, excusez-moi, mais j'ai rencontré une famille qui, il y a 3 jours, était à la rue. Cette famille-là est dans une situation d'extrême urgence. Donc voilà, on doit répondre à ces difficultés-là, et c'est pour ça que je parle souvent d'émancipation, parce que j'estime que quand un locataire rentre chez nous, surtout maintenant, avec cette pénurie, il doit rentrer, il doit comprendre qu'il peut rentrer autant de temps qu'il veut, même si la législation a changé et qu'on fera une analyse dans 9 ans, mais il doit rentrer en se disant, je dois rentrer pour céder la place dans quelques années, parce que c'est un tremplin pour rebondir, retourner sur le marché locatif ou le marché de l'emploi classique, et pour me refaire une nouvelle santé, peut-être pour économiser, enfin un tremplin pour repartir d'un bon pied. Et nous devons alors après directement aider d'autres personnes qui ont besoin de cette capacité de tremplin. Ok. Qu'en pensez-vous de la nouvelle présidente des jeunes et maires de Bruxelles, Aurélie Krzyzalski, je pense, si je prononce bien son nom. À votre avis, est-ce qu'elle sera en mesure d'accomplir sa mission et de créer de la différence? Et je précise que vous étiez aussi président des jeunes et maires à un moment donné. Oui, alors elle s'appelle Aurélie Tchekalski. Alors je ne me moque certainement pas de vous parce que je ne sais pas si elle écoute, mais en tout cas je vais lui dire, si elle n'écoute pas, de regarder votre capsule parce que j'ai mis quand même plusieurs mois pour pouvoir dire son nom correctement. Et alors je vais tout de suite dire que votre question, mais vous ne pouvez pas le savoir évidemment, elle ne m'embarrasse certainement pas, elle me réjouit, mais elle ne va pas être totalement objective parce qu'Aurélie est vraiment une amie. Donc elle est une amie dans la vie. Elle était la vice-présidente quand j'étais président des jeunes libéraux. D'ailleurs, à un moment donné, à la fin de mon mandat, les 6 derniers mois, je lui ai cédé la place parce que je trouvais que c'était aussi de lui permettre de comprendre la fonction et puis de se présenter devant les électeurs. Elle a gagné pour un 2e mandat. Elle a gagné face à un autre jeune, Stéphane Obeid, pour ne pas le citer, qui est très, très motivé, qui a fait une super campagne, qui connaît excessivement bien la région bruxelloise, qui travaille au Parlement régional bruxellois pour le groupe MR et qui franchement a fait une super campagne, qui vient lui de Gansoren. Aurélie vient de Uccle. Elle a gagné à 65%. Je suis convaincu qu'elle a plus que toutes les capacités, mais bon, ça évidemment, ça fait presque prétentieux que ce soit moi qui le dise, pour gérer ça super bien, pour amener les jeunes MR à exprimer leur opinion comme les jeunes le font. Les jeunes du MR le font régulièrement au niveau communal et au niveau régional, communal en 2018 et au niveau régional en 2019. Vous savez, parfois, certains journalistes tentent à décrire que le MR est une espèce de parti de vieux monsieur, ou en tout cas qu'on ne serait pas aussi moderne. Non seulement c'est totalement faux, mais j'espère que d'ailleurs tous les outils de communication qu'on essaye de développer démontrent que c'est totalement faux, mais en plus, on est la première force politique de jeunesse en région francophone, et même en région bruxelloise. Nous avons des sections locales pour le MR, certes, comme tous les partis l'ont, mais également pour les jeunes MR dans presque toutes les communes. Parfois, les jeunes ne sont que 15, 20, 30 dans une commune, les plus petites communes, mais ils sont là, ils participent à le niveau communal. Ils essayent d'amener les jeunes, comme moi en tout cas j'étais président des jeunes maires de la région bruxelloise, on essaye d'amener les jeunes d'abord vers un intérêt pour la chose publique, pour comprendre ce que c'est la gestion locale et la gestion régionale. Et alors après, en plus, on essaie évidemment de les intéresser, je ne le cache pas, au libéralisme et aux valeurs progressistes du libéralisme. Donc en résumé, je suis super fier et super heureux qu'Aurélie Tchekalski ait été élue à la région de Bruxelles-Capitale, en tout cas à la présidence des jeunes maires, mais je suis certain qu'elle ferait d'ailleurs une excellente députée, ça c'était un lapsus révélateur. David Weissman, que pensez-vous de l'allocation universelle ?
Oh, ça c'est un sujet qui est difficile, c'est un sujet qu'un de mes très bons amis, Georges-Louis Boucher, a mis sur la table, mais enfin qui est connu. Moi j'ai la chance d'habiter pas très loin d'un professeur connu également, le Philippe Van Parijs, qui a mis également ce sujet sur la table à plusieurs reprises. Écoutez, je trouve que ça a quelque chose de magnifique, de se dire effectivement que nous avons tous le droit à avoir, je vais dire, un revenu, je ne sais pas si le mot est totalement bien choisi, minimum, parce qu'on a des besoins. Donc sur le principe même philosophique, j'y suis assez favorable. Sur le principe économique et peut-être un peu plus sociétal ou sociologique, j'y suis nettement moins favorable. Je pense sincèrement que les politiques d'emploi, l'acquisition d'un emploi, d'une formation, est probablement le meilleur vecteur que pour s'émanciper dans la vie et que pouvoir tout simplement être heureux dans la vie. Quand je dis emploi, il y a différentes formes d'emploi. Ça peut passer par, peut-être pour certains, dans du bénévolat. Je pense quand même qu'on doit gagner sa vie. Ça peut être, je ne l'ai pas dit qu'on devait travailler 20 heures par jour. Je pense qu'il y a des gens qui peuvent se dire, j'ai envie de travailler 5, 6, 7 heures par jour et m'occuper de mes enfants. Je respecte ça à 200% ou avoir une autre activité, mais je pense quand même que, à part si on a la chance d'être né riche, ce qui n'est quand même pas la majorité de beaucoup de personnes, ce qui n'est certainement pas mon cas également, je pense que le travail est le meilleur vecteur. Et donc, cette allocation universelle, est-ce qu'elle va permettre d'encourager toutes celles et tous ceux qui le peuvent de travailler? J'ai des doutes. J'ai des doutes, premièrement. Deuxièmement, c'est que quelque part, et je vous avoue que je ne suis pas un spécialiste du dossier, mais quelque part, aujourd'hui, tout le monde peut avoir droit à un minimum social qui est le CPS. Tout le monde peut, c'est quand même rare les gens qui n'ont rien du tout en Belgique. Il y a probablement des SDF, encore que les SDF, pour certains, ont même et marges, sont des allocataires sociaux. Tout le monde peut avoir droit à un minimum social, avec un filet social qui est quand même très, très, très développé en Belgique. Et donc, est-ce qu'on n'est pas finalement dans une situation où on a déjà une certaine forme d'allocation sociale? En tout cas, je trouve que c'est un beau débat. C'est un débat qui honore la famille libérale de lancer ce genre de débat. Il y en a eu d'autres. Il y en a eu sur le vote obligatoire ou autre. Tout à fait. Et pour le moment, je suis plutôt, c'est d'ailleurs assez rare, un peu conservateur sur ce sujet-là. Donc, je suis plutôt progressiste sur beaucoup de sujets. Mais bon, je ne demande qu'une chose, c'est peut-être être davantage convaincu et de voir comment ça peut être développé tout en ayant des politiques économiques et des politiques créatrices de richesses fortes. Oui. Dans le cadre des actions et des mesures diverses sur le vivre ensemble et la cohésion sociale, quelles sont vos contributions dans ce sens ? Bah écoutez, d'abord je soutiens, très modestement, mais je soutiens l'action de la ville de Bruxelles et même, j'aurais envie de dire, quelque part du fédéral. Il y a beaucoup de politiques qui sont menées. Je pense que la politique la principale, et on oublie souvent de dire, c'est l'emploi, la création de richesses. Je pense que si on était dans un État ou une région, parce qu'en Flandre, ils sont quand même pas très loin du plein emploi, on était dans une région qui avait un taux de chômage de 2 ou 3 ou 4%, 4% généralement c'est ce qu'on signifie comme étant le plein emploi, on aurait beaucoup moins de difficultés, on aurait probablement plus de facilité de vivre ensemble et beaucoup plus de cohésion sociale. Donc je soutiens évidemment tant notre échevine de l'emploi qui travaille justement au développement de ces politiques avec la région bruxelloise qui travaille aussi à ce développement-là, à mon sens pas encore assez. Je soutiens le gouvernement fédéral. Quand le gouvernement fédéral fait deux choses, d'une part diminuer la fiscalité sur le travail, c'est certainement évidemment pour augmenter le pouvoir d'achat de toutes celles et tous ceux qui travaillent, mais quand elle diminue les charges patronales, les charges sociales, l'objectif même c'est simplement de permettre d'avoir plus d'engagement et ça fonctionne d'ailleurs aujourd'hui. On n'a jamais autant créé d'emplois et on va encore en créer dans les prochaines années. Donc je pense simplement que la première chose, c'est l'emploi. L'emploi, c'est fondamental. C'est essayer de permettre aux gens, et quand je mets l'emploi, je mets évidemment la formation pour celles et ceux qui en ont le besoin pour répondre au marché de l'emploi. Ensuite, deuxièmement, il y a probablement également des politiques qui sont liées clairement au niveau local, des politiques qui sont liées à une ville, ce que j'appelle une ville plus propre, une ville plus sûre, une ville plus belle. C'est quand même assez rare de se sentir à l'aise dans sa ville, dans son quartier, quand on habite dans un quartier défavorisé, laissé, dans lequel il n'y a pas d'investissement public, ou un quartier sale. Et ça, c'est ce que nous avons essayé, c'est ce que nous sommes en train d'essayer de faire, évidemment, s'assurer qu'il y ait la sécurité, il y ait plus de propreté, il y a encore du travail à faire, qui parfois est le résultat d'ailleurs d'un civisme qui m'exaspère de la part de certaines personnes, et qu'il y ait plus de
de beauté, simplement qu'il y ait... C'est ce qu'on essaye dans le centre-ville. Hein. Quand je dis que le centre-ville était laid et que les infrastructures étaient horribles, l'objectif c'est de le rendre plus beau. C'est pas uniquement pour le plaisir de le rendre plus beau. C'est parce qu'aussi on veut pouvoir s'assurer que tout le monde se sente à l'aise dans le centre-ville. Et puis alors après, le dernier point, qui est un point qui est plus évidemment classique, c'est toutes les politiques qui sont directement liées à cette volonté de vivre ensemble. Et je prends une série d'exemples. Le sport. Moi, je suis convaincu que les politiques de sport qu'Alain Courtois mène au niveau des quartiers, quand je vois qu'il développe les 100 mètres dans tous les quartiers, où il y a des petits jeunes de partout qui viennent, qui participent, et qui parfois, certains petits jeunes, Alain Courtois m'en a encore parlé il y a quelques semaines de ça, sont découverts parce qu'ils ont des capacités athlétiques absolument dingues. Ça, c'est encore plus utile que d'aller créer une ASBL au coin d'une rue, la 3e ASBL qui permet, je ne sais pas moi, à des jeunes d'aller écouter d'aller regarder des films à moitié prix. Ça, c'est des politiques de terrain qu'on est en train de mener à la ville de Bruxelles. À côté, évidemment, il y a d'autres ASBL qui sont plus liées aux politiques qui permettent de toutes les communautés, même si je dénonce régulièrement un électoralisme communautaire, mais les communautés existent à Bruxelles, de se croiser, de se rencontrer, de partager des moments ensemble, quelle que soit leur origine et quelle que soit leur religion. Ça également, c'est mené à la ville de Bruxelles. Oui. Il semble que vous organisez de nombreuses visites guidées qui visent à rapprocher justement les citoyens de leur institution. Et est-ce que cela a pu donner des résultats et comment vous pouvez justifier cela ? Écoutez, au début, quand je suis arrivé à Bruxelles, parce que moi je ne suis pas un vieux bruxellois, je suis arrivé ici il y a un peu plus de 10 ans, j'ai participé à pas mal de visites guidées, et puis je vous explique la genèse de cette action. Je trouvais que c'était un peu toujours la même chose. Et puis j'ai dit d'abord à des amis, tiens, on va essayer de découvrir Bruxelles un peu différemment. Et puis j'ai lu une étude de Bruxelles Studies qui disait que, vous connaissez Bruxelles Studies, qui fait régulièrement des études super intéressantes sur la région bruxelloise, et qui disait qu'il y avait peu de liens et de mobilité entre le nord et le sud de Bruxelles. Et d'ailleurs, on constatait effectivement que les gens qui habitent le sud s'arrêtent, je vais être très caricatural, mais en gros c'était ça, s'arrêtent à De Broecker, et que les gens qui vont le nord s'arrêtent aussi à De Broecker, qu'il n'y a pas d'échange. Et c'est vrai, dans les contacts que j'ai, moi j'ai la chance vraiment d'habiter dans presque le centre-centre, mais dans les contacts que j'ai, les habitants du nord de Bruxelles, à Laken, pour ce qui me concerne sur ma commune, ou à Neder ou à Aron, ne connaissent pas toujours les quartiers du sud de Bruxelles, hein, puisqu'on a quand même la chance d'avoir le sud de Bruxelles, si je pense à une partie de l'avenue Franklin Roosevelt, et vice-versa. Et donc l'association, pendant 4 ans, a visé principalement à essayer d'encourager les jeunes, surtout les jeunes du Nord, à venir dans le Sud en faisant des visites guidées. Des visites guidées sur le terrain. Moi, j'ai fait visiter à des jeunes qui habitaient dans certains logements publics l'avenue Franklin Roosevelt, et on a fait visiter toutes les Bruxelloises et les Bruxellois qui le souhaitaient. Je sais pas moi, je pense au nez marécageuse à Neder-Overenbeek ou la ferme Nopilif à Neder-Overenbeek qui existe et qui est parfois mal connue de certains Bruxellois. Et alors l'année dernière, maintenant j'essaye de faire des visites guidées par thème. L'année dernière, j'ai surtout voulu permettre aux Bruxellois de rencontrer leurs institutions. Vous l'avez dit tout à l'heure, en toute transparence, j'ai la chance d'être mandataire dans différents conseils d'administration. Je suis par exemple mandataire chez Hydrobru, qui est ceux qui payer votre eau régulièrement. Et ben, chez Hydrobru, il y a toute une politique de l'eau qui doit être expliquée. On a visité les égouts de Bruxelles. Je suis élu à la ville de Bruxelles. Et ben, je fais régulièrement visiter le conseil communal, l'hôtel de ville de Bruxelles, qui c'est absolument un chef-d'œuvre. On a visité le crématorium de Bruxelles. Bon, certains trouveront que c'est glauque, mais d'autres trouveront que c'est intéressant de savoir ce qui s'y passe et comment on peut respecter évidemment les défunts. Bon, voilà. Le but, c'est d'essayer à mon petit niveau de rapprocher les habitants et rapprocher les citoyens de leurs institutions, de simplement leur expliquer ce qu'ils veulent. Arrêter de leur dire... Moi, j'ai pas une conception d'élus politiques comme étant au-dessus de la mêlée. J'ai plutôt une conception d'être ici pour faire passer des idées. Je suis entre les citoyens et les institutions, les citoyens me parlent et j'essaie de relayer. Mais j'ai certainement pas du tout la science infuse et j'ai certainement pas la meilleure idée. Donc je veux que les citoyens
citoyens soient intéressés, soient motivés. Un des sujets sur lesquels je travaille régulièrement, c'est ce qu'on appelle un peu pompeusement peut-être les smart cities. Oui. C'est, bon, les smart cities, il y a plein de choses, ça peut être en mobilité, ça peut être sur la police, etc. Mais la dernière interpellation que j'ai faite, c'est sur les nouvelles technologies pour une implication des citoyens. Donc aujourd'hui, avec un téléphone, on peut demander à qui il souhaite son avis sur toute une politique qu'on peut mener, qu'on souhaite mener, ou simplement demander aux citoyens leur avis. Je pense qu'on doit vraiment les intéresser, je pense qu'on doit les impliquer, et puis moi j'ai un autre discours, je crois qu'on doit les responsabiliser également. À un moment donné, on doit aussi dire, c'est vous qui nous avez élus, mais c'est vous également qui devez prendre vos responsabilités sur toute une série de politiques ou de mesures qui sont menées. Alors, il y a 2 jours sur Facebook, j'ai eu un peu un coup de gueule en termes de responsabilisation sur ceux et celles qui parfois ne réagissent pas quand ils sont victimes, enfin pas quand ils sont victimes, quand ils voient des incivilités. Moi, j'ai décidé que si je vois, j'ai un chien, une petite dame ou un petit monsieur qui laisse son chien déféquer devant moi et qui ne le ramasse pas, je le dis. Bon, alors après, un jour ou l'autre, peut-être que j'aurai un point dans la figure, c'est ce qu'on me répond, mais je le dis. Je pense qu'il faut, moi j'ai envie de dire, venez, participez, donnez votre avis dès qu'on vous le demande, et si on ne vous le demande pas, dites-le qu'on ne vous le demande pas. Au conseil communal, il y a la possibilité de venir interpeller. C'est super facile, il suffit d'avoir 20 signatures sur un intérêt public, et vous venez donner votre avis. Si on ne le fait pas assez, venez nous le dire, et si quand on le fait, de grâce, intervenez, parlez. Il faut, ça c'est votre droit, c'est aussi votre devoir de dire ce que vous pensez et peut-être parfois de réagir quand vous n'êtes pas content, et réagissez parfois si c'est possible quand vous êtes heureux aussi, c'est motivant pour les politiques. David Weisman, votre avis sur le fonctionnement du gouvernement MR-NVA? Bah écoutez, ce que j'ai dit tout à l'heure sur les socialistes à la ville de Bruxelles, ça se passe bien, on est collègues, on se respecte. Bon, j'ai envie de dire la même chose. Enfin, moi, je ne siège pas au gouvernement, mais j'ai envie de dire la même chose. Moi, la NVA, ce ne sont pas mes amis. La situation politique a fait qu'on a dû faire un gouvernement avec eux et pour un accord de majorité. Parce que c'est ça qui importe. Hein. Ce qui importe, c'est de savoir ce qu'on a mis dans l'accord de majorité et si on va respecter cet accord de majorité et comment il va être mis en œuvre. Ben, ça ne se passe pas bien tous les jours. Parfois, il y a des difficultés. Parfois, il y a des communications qui sont, je trouve, personnellement malheureuses. Mais dans l'ensemble, on avance. Et dans l'ensemble, il y a des résultats. Et donc, dans l'ensemble, moi, je trouve que ça se passe assez bien. C'est positif. Et donc, je trouve que c'est assez positif. Je crois que quand on examine les politiques qui sont menées et ce qu'on va pouvoir faire, notamment au niveau économique et au niveau de la sécurité pour les habitants, je pense que c'est une bonne chose. Okay. Pour conclure notre agréable entretien, je vous propose de compléter ces phrases, ces quelques phrases. Aujourd'hui, l'homme avec un grand H devrait être heureux. Pour vous, Dieu est... Il est multifacette. Être un homme politique aujourd'hui, c'est... un engagement. La Belgique de demain sera... belle et encore plus prospère pour tous. David Weisman, merci beaucoup de votre participation. Merci beaucoup en tout cas. Merci à tous et à tous de nous avoir écoutés. Madame, monsieur, merci de nous avoir suivis.